Bienvenue sur le podcast Les Créateurs. Je suis Jonathan Hamel, médecin et écrivain. Ici, je parlerai à des invités venant de domaines très variés, que ce soit la médecine, la littérature, le sport, la comédie. Tous ont atteint le plus haut niveau dans leur discipline dédiée. Ensemble, nous tenterons de découvrir leurs points communs, de comprendre leurs passions, de connaître leurs mentors, leurs habitudes de travail, mais aussi ce qui les fait douter et ce qui les fait rêver. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir le docteur Marc Zaffran, alias Martin Vinclair. Martin est écrivain, il est l'auteur de 20 romans, dont La maladie de Saxe, Le cœur des femmes, L'école des soignantes, Les brutes en blanc, et bien d'autres. Il est également l'auteur de contes, de nouvelles, d'essais sur le soin et la culture populaire, d'articles scientifiques, conférencier et traducteur de romans et de bandes dessinées. Diplômé de la faculté de médecine de Tours, il s'installe comme médecin généraliste dans la Sarthe de 82 à 93. C'est l'époque du premier roman, La Vacation, publié par POL en 1989. De 93 à 2008, il est médecin attaché dans le service de planification et de santé des femmes de l'hôpital du Mans. En 2009, après avoir reçu une bourse de chercheur invité au Centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal, il émigre au Québec avec sa famille. Depuis, il a été conférencier sur le sujet de l'éthique biomédicale, mais aussi professeur de création littéraire et animateur d'ateliers d'écriture pour les étudiants en médecine des universités de Montréal, McGill et Ottawa. Il est titulaire d'un doctorat de médecine depuis 1982 et d'une maîtrise de bioéthique de l'Université de Montréal depuis 2015. Il a été décrit comme un médecin engagé, militant, féministe. Il est en réalité et depuis toujours au service de la liberté individuelle. Depuis 2004, il anime Winkler's Webzine, un site web consacré à l'information sur la contraception et à la critique du système de santé. Il est aussi le créateur d'un blog littéraire, Cavalier des Touches, et d'un blog médical, L'école des soignantes. Vous pouvez lui écrire à martinvinclair@gmail.com, martinwincler@gmail.com. Martin, bienvenue chez les créateurs. Merci. Alors, on a l'impression, en lisant l'introduction, que vous avez déjà vécu 1000 vies. Aujourd'hui, quand on vous demande ce que vous faites dans la vie, qu'est-ce que vous répondez? Je réponds. Aujourd'hui, essentiellement, j'écris, j'enseigne un peu et j'anime des ateliers d'écriture de temps à autre. Mais j'ai été médecin généraliste entre le tout début des années 80 et 2008. Et puis, en 2009, j'ai émigré au Canada, au Québec. Et donc, depuis, je suis surtout enseignant, écrivain, étudiant aussi. Je suis allé je suis me former en éthique au programme de bioéthique de l'Université de Montréal. Et voilà, mais j'écrivais avant de... Enfin, j'ai toujours écrit, j'écrivais depuis que j'ai l'âge de 12 ans et j'ai commencé à écrire de manière professionnelle quand je me suis installé comme médecin, parce que je suis allé travailler dans une revue médicale qui s'appelle La Revue Prescrire, où j'étais rédacteur, donc j'ai appris beaucoup de choses sur comment on écrit à cet endroit-là aussi. Et quelle est la place, quel apport a eu la bioéthique dans votre métier d'écrivain? Est-ce que ça jouait dans les deux sens? Est-ce que ça vous a aidé à écrire peut-être d'autres choses? Alors, oui, bien sûr. En fait, j'étais comme Monsieur Jourdain, je faisais de la bioéthique sans le savoir. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de publier un livre qui s'appelle La maladie de Saxe, qui a eu un énorme succès en 1998. Et à partir de là, j'ai été invité à plusieurs reprises, en particulier au Québec, à venir m'exprimer à l'occasion de ce roman. Et je disais, mais pourquoi est-ce que... Et à venir m'exprimer auprès de facs de médecine, euh, à l'université dans plusieurs cours et plusieurs séminaires de bioéthique et je disais mais pourquoi on me disait bah parce que votre roman est un roman qui parle d'éthique clinique et là je me suis rendu compte que je faisais un certain nombre de choses intuitivement qui étaient en rapport avec les règles d'éthique clinique, c'est-à-dire la bienveillance et la bienfaisance, la non-malfaisance, le respect de l'autonomie du patient, etc. Quand je suis arrivé au Québec, en fait, c'est par ce biais-là que je suis arrivé au Québec, c'est que j'ai postulé dans au comment dirais-je, au Centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal,
où on m'a accordé une bourse pour venir passer au moins un an ici, pour travailler en tant que chercheur indépendant sur ce qui me paraissait important. Et le projet de recherche que j'avais déposé, c'était la transmission des valeurs éthiques en médecine. Et en fait, quand je suis arrivé au Créum, j'ai dit, bon, alors est-ce qu'il faut que je ponde un document scientifique et on m'a dit, non, non, vous êtes invité, ils m'avaient donné un bureau, un Mac, et puis de l'argent pour un an, et un permis de travail pour mon épouse, et des permis d'études pour mes enfants. Et ils m'ont dit, vous êtes là pour faire absolument ce que vous voulez, vous n'avez pas d'obligation. Donc, je me suis posé la Génial. question, est-ce que je fais un document de recherche sur la transmission des valeurs éthiques? Puis je me suis dit, non, je vais pas faire ça, je vais écrire un roman, et j'ai écrit un roman qui s'appelle Le cœur des femmes, qui est, Ah, qui est devenu un c'était ça best. finalement le projet, Et ça voilà, aboutit au roman en fait. voilà. Et c'est un roman qui parle effectivement de comment on transmet des valeurs éthiques euh, à, là, c'est un soignant, enfin c'est deux soignants, un aîné et une plus jeune, qui se transmettent d'ailleurs mutuellement des valeurs éthiques, puisque ça va dans les deux sens, sur comment respecter les personnes à qui on a affaire. Mm. Et quel a été l'apport des séries médicales américaines dans votre étude de la bioéthique? Parce que j'ai vu que dans la présentation du projet, c'était illustré d'extraits de séries américaines Oui. médicales. Alors ça, c'est au programme de bioéthique quand j'ai fait véritablement ma formation théorique, parce que quand je suis arrivé, j'avais pas de formation théorique. Donc, quelques années après, je suis allé au programme de bioéthique de l'Université de Montréal me former à ce que c'est que véritablement la bioéthique dans tous ses détails. Et je devais, comme c'est une maîtrise, je devais rédiger un mémoire de maîtrise, qui était un mémoire de recherche. Euh, et ce mémoire de recherche, en fait, il était consacré à la, comment dirais-je, comment enseigner, en gros, comment enseigner l'éthique du soin au travers des téléséries. Pourquoi? Parce que il y a une autre théorie qui est la théorie de la médecine narrative, qui consiste à dire, bon, il y a une richesse extrêmement grande pour les médecins et pour les personnes soignées dans la narration en tant que véhicule justement des expériences personnelles, des valeurs, des conflits, etc. Les séries télé, c'est une forme de narration. Et il y a beaucoup de séries télé qui parlent. Moi, je regardais milieu des années 90, début des années 90, je regardais Urgence toutes les semaines, et je suis devenu le spécialiste français d'Urgence à l'époque, Oui. parce que voilà, je regardais les séries télé, j'avais pas de préjugés, et j'étais médecin, Mm. donc je pouvais en parler. Et quand je suis arrivé au Québec, c'était plutôt Dr House, donc j'ai utilisé. Ouais. Et Dr House est en fait une série dont le principe fondamental, c'est les conflits éthiques. C'est-à-dire que l'inventeur de Dr House, David Shore, qui est un avocat de formation, s'intéressait précisément à tout ce qui était les débats et les conflits éthiques à l'intérieur du travail des médecins. Il a inventé un personnage métaphorique qui, en fait, expose Mm. toujours ces conflits, met toujours en évidence ces conflits. Donc j'ai fait un mémoire dans lequel j'explique que voilà, on peut enseigner l'éthique médicale aux étudiants en médecine en leur montrant Dr House. Ouais, ça c'est génial. Et quels sont les principes fondamentaux de la bioéthique rapidement? Alors les principes fondamentaux de la bioéthique, c'est assez simple, euh, la bioéthique, c'est l'éthique appliquée à toutes les sciences du vivant, hein. Donc ça dépasse la médecine. Ça peut être aussi, il y a de la bioéthique environnementale, par exemple, hein. Mm. La bioéthique environnementale vous dira qu'il ne faut pas polluer les mers, il ne faut pas tuer les poissons. C'est aussi bête que ça. Mais en gros, l'éthique, c'est quoi? C'est un nombre de repères euh, comportementaux et réflexifs qui vous permettent de vous assurer que vos actes ont des effets bénéfiques. Alors, en gros, il y a les anciennes éthiques, c'était l'éthique de la vertu, hein, je suis bon. Comme je suis bon, mes actes sont bons, mais comment est-ce que je sais que je suis bon? Donc, hein.
Il y a l'éthique déontologique. Je suis les règles qui ont été édictées par des gens sages et donc mes actes sont bons. Oui, mais le problème, c'est qui édicte les règles. Puis il y a une troisième éthique, et c'est celle-là plutôt qui nous importe en éthique clinique, c'est-à-dire dans le cadre du soin, c'est l'éthique conséquentialiste, c'est-à-dire mes actes sont bons parce que le résultat est bon. Autrement dit, si devant une personne qui souffre, je lui donne quelque chose qui l'empêche de souffrir, je sais que j'ai un comportement éthique parce que je l'empêche de souffrir. C'est elle qui va me dire je ne souffre plus. Oui, que le Donc, patient soit mieux à la voilà. fin de la consultation qu'au Voilà, c'est début. en gros l'attitude éthique d'un soignant ou d'une soignante, c'est je veux que la personne que je vois aille mieux après m'avoir vu qu'avant. Mmh. À tous les points de vue. C'est-à-dire, si c'est physiquement, c'est très bien, mais il faut aussi qu'elle aille mieux, ou en tout cas pas pire moralement, et que moi, j'ai pas aggravé son état moralement, par exemple, en me comportant de manière. Et il y a C'est le 4 grands principes. Voilà. primum Voilà. non D'abord, ne pas nocere, nuire. Alors, voilà. mais alors, il y a 4 principes. Il y a le principe primum non nocere, d'abord ne pas nuire, c'est ce qu'on appelle la non-malfaisance. D'abord, je ne fais pas de mal. Ensuite, il y a la bienfaisance. La bienfaisance, c'est je m'efforce de faire du bien. Par exemple, de donner un antalgique à quelqu'un qui en a besoin. Le troisième principe, c'est l'autonomie du patient. C'est-à-dire, je m'assure que mes actes n'entravent pas l'autonomie de décision de la personne à qui j'ai affaire. Et le quatrième principe, c'est la justice. La justice, c'est je fais en sorte que ce que je fais est réparti de manière le plus juste possible parmi toutes les personnes qui en ont besoin. Ça a des, ça a des conséquences et des tenants et des aboutissants compliqués parce que, par exemple, la justice, c'est aussi bien la répartition des ressources que le fait de traiter toutes les personnes en fonction Mmh. de leurs besoins. Donc Oui, l'accès aux soins qui est différent aussi voilà, après, en fonction des pays, voilà, des systèmes sociaux, ouais. voilà. Alors le problème des 4 principes biotiques, c'est que les 4 principes peuvent être en conflit les uns avec les autres. Et donc la réflexion éthique, elle consiste à trouver le compromis, et c'est toujours une question de compromis, le compromis entre les 4 principes. Je vous donne un exemple, c'est que si, par exemple, moi en tant que médecin, je propose un traitement pour une maladie donnée, et que ce traitement a des effets, comment dirais-je, des effets secondaires, des effets indésirables, extrêmement pénibles pour la personne, et que cette personne me dit je ne veux pas de ce traitement. La question qui se pose, c'est est-ce que ce qui est plus important, c'est que je lui donne le traitement efficace, ou est-ce que le plus important, c'est que cette personne puisse être soignée en n'ayant pas d'effets secondaires? C'est-à-dire, qu'est-ce qui compte? Est-ce que c'est l'efficacité théorique de mon traitement, ou est-ce que c'est la qualité de vie des personnes? C'est toujours laisser le choix aussi aux Bah alors, patients. d'abord, il faut que les gens aient le choix, il faut qu'ils soient consentants au traitement qu'on leur donne, mais il faut aussi qu'ils puissent dire je veux plus. Mmh. C'est-à-dire que la question du consentement, elle est intégralement liée au principe d'autonomie, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'autonomie sans consentement. Ouais, ça, Et c'est pas toujours facile, ouais. c'est pas En toujours facile. pratique, C'est-à-dire que clinique, en pratique, alors en France, c'est très compliqué parce que la mentalité des médecins français, c'est quand même que c'est eux qui savent et c'est eux qui doivent dire ce qui est bon pour les gens. Vous allez par exemple au Canada ou au Québec, on n'est plus dans cette perspective-là. C'est ben non, c'est la personne qui sait ce qui est bon pour elle ou non. Moi, mon obligation, c'est de l'informer, c'est de lui dire bah ce serait mieux pour vous que vous fassiez ça parce que je sais pas moi, votre espérance de vie va être plus longue, votre maladie va irait plus vite, peu importe. Mais in fine, c'est la personne qui décide. Et en théorie, c'est comme ça en France aussi, en théorie, oui. en En théorie. pratique, non. En pratique, non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mmh. Il y a des endroits où c'est comme ça, parce qu'il y a des gens qui respectent ce type de comportement. Mais en pratique, euh, pour ce que j'en sais, parce que j'entends parler des gens qui sont exposés aux médecins aujourd'hui, en pratique, très souvent, c'est pas comme ça. Et c'est pas comme ça parce que la mentalité de beaucoup de médecins français et la mentalité du monde médical français depuis très très longtemps, et c'est très dur
s'en extirper, de s'en défaire. La mentalité du monde médical français, c'est fondamentalement, encore une fois, que les médecins, par leur statut, ont une perception des choses et des valeurs qui sont supérieures à celles des personnes dont ils s'occupent. Et ça, c'est dû essentiellement C'est ce qu'on appelle c'est du ouais, du paternalisme. paternalisme. C'est Ouais. dû à tout un tas de choses. Mais pour simplifier, on peut dire c'est dû au fait que la France c'est un pays autoritaire, féodal, d'ancien régime qui existe depuis plus de 1500 ans et qui en plus se double d'un pays fondamentalement catholique dans lequel, et c'est pas le catholicisme lui-même en tant que religion qui est problématique, c'est la forme de cette religion dans laquelle toute personne qui n'obéit pas, qui ne se plie pas au dogme, est fautive. La France est un pays dans lequel, je vous donne un exemple, c'est que les gens comprennent très bien dès qu'ils arrivent, dès qu'ils passent d'un pays à un autre, quand ils passent du, du Québec à la France ou inversement. Au Québec, on présume que vous êtes de bonne foi. Ça va à l'encontre de Dr House où il dit Everybody lies. Non, Bon, ça, c'est ah très oui, beau scénario. House, il faut bien écouter tout ce qu'il dit. House, il dit tout le monde ment, les patients mentent pour se protéger, les médecins mentent pour garder le pouvoir. C'est pas Oui, là, c'est plus fin. attention. Et puis House, c'est quelqu'un qui énonce les sous-entendus. Donc c'est pour ça que c'est un personnage métaphorique. C'est pas un vrai médecin, c'est une figure d'imagination. Mais donc au Québec, on présume que tu es de bonne foi. En France, moi, pendant toutes mes études, j'ai entendu dire, surtout, faut pas écouter ce que les patients disent. Parce qu'ils te racontent des histoires. Or, bien sûr que les gens racontent des histoires pour embellir leur situation, pour se cacher, pour se protéger, parce que, tout simplement parce que, par exemple, ça, on apprend ça, moi j'ai appris ça en faisant du baline pendant 15 ans, que les gens viennent avec un prétexte. Ils imaginent qu'il y a un prétexte qui va être bon, qui va leur permettre d'obtenir l'attention du médecin. Et parfois, leur vraie demande, c'est pas ça. Le prétexte vient à l'avant de la vraie Il faut les demande. laisser parler. Et que, voilà, si vous acceptez, un, qu'ils ne viennent pas avec la vraie demande, que deux, c'est correct, et que trois, vous leur proposez, vous leur dites, bon, mais qu'est-ce qui vous inquiète exactement? Parce que j'entends ce que vous me dites, mais j'ai le sentiment qu'il y a peut-être quelque chose d'autre. Et ben là, on obtient la véritable chose. Ça veut dire que on abdique cette réflexion qui serait que ils sont de mauvaise foi. Non, ils sont pas de mauvaise foi. Et il Ils, faut prendre le temps ils- aussi d'écouter. Ça suppose un peu de temps ça- d'écoute et de compréhension, c'est sûr. oui, ça demande, mais ça demande une autre, comment dirais-je, une autre attitude. C'est pas une question seulement, parce que, je veux dire, la question du temps dans la consultation en médecine, c'est un truc ça a toujours existé. Je veux dire, moi, quand j'étais médecin de campagne, la question du temps, quand j'avais 15 personnes qui attendaient à la salle d'attente, la question du temps, elle se posait tous les jours. Bon. Mais quand on a l'habitude, j'ai vu bien ça, j'ai fait 10 ans de médecine générale en campagne, j'étais plus le même médecin au bout de 7 ou 8 ans et de quelques années de Balint. Quand on voit au bout de 7 ou 8 ans que notre attitude qui est je sais que cette personne a quelque chose d'autre à me dire que ce qu'elle me dit, et que je lui tends la perche pour qu'elle me le dise, après ça va beaucoup plus vite. Et puis après, les gens n'utilisent plus de prétexte. Ils viennent et ils vous disent tout de suite ce qu'ils veulent. Et ils ont confiance. Et ils ont confiance parce qu'ils savent qu'on va pas les juger, on va pas se moquer d'eux. Si on peut les aider, on va les aider. Si on peut pas les aider, on leur expliquera pourquoi on peut pas les aider. Et encore une fois, sans jugement. Donc et tout ça, ça fait partie d'un comportement éthique. C'est-à-dire que l'une des règles fondamentales pour les professionnels de santé, pour avoir un comportement éthique, c'est de s'abstraire de tout jugement sur les personnes à qui on a affaire.
On ne peut pas s'abstraire de tous les jugements intérieurement, mais on peut faire en sorte que nos jugements, quand on les repère, n'interfèrent pas avec les soins. Je vous donne un exemple très simple, c'est moi j'ai beaucoup travaillé sur la santé des femmes et sur les maltraitances qui sont faites aux femmes. Comme tout le monde, je pouvais voir une femme entrer dans mon cabinet et trouver que cette femme était en surpoids. Parce que il y a notre cerveau, il est fait comme ça. Il est fait Mmh. pour repérer des choses qui nous paraissent entre guillemets euh, hors normes. Je pouvais très bien avoir le sentiment qu'une femme était en surpoids, mais au bout de quelques années, je ne faisais plus de commentaires sur le poids. Pour, Déjà parce qu'elle le sait. d'abord parce qu'elle le sait, mais aussi parce que faire un commentaire, c'était une maltraitance. Et Oui, genre troisièmement, dire pourquoi vous mangez autant ou voilà, bon, et puis on ne sait voilà. pas pourquoi les gens ils sont en Oui, surpoids oui, bien sûr. quand on les voit pas. La troisième raison, c'est que c'est contre-productif. Parce que quand quelqu'un vient avec un panari au bout du doigt, on s'en fout complètement qu'il fasse 120 kilos. C'est pas notre problème. Et puis c'est pas le sien à ce moment-là. S'il a un panari au bout du doigt, il vient pour qu'on lui soigne son panari au bout du doigt. Mmh. Si il aborde la question de son surpoids, à ce moment-là, on peut s'occuper du surpoids. Mais c'est pas à moi de décider ce qui est son urgence. C'est à la personne elle-même de décider ce qui est son urgence. C'est elle qui me fait la confiance de venir me voir. Moi, quand je la reçois, je lui fais pas une faveur. Je dois faire mon boulot. Et mon boulot, c'est quoi? C'est j'entends votre demande, puis j'essaye de vous offrir des propositions les plus appropriées possibles. Pas inventer des demandes. Voilà, pas inventer des demandes, pas faire de mes critères vos demandes, pas faire de comment dirais-je, de mes valeurs les vôtres, pas vous imposer mes valeurs, etc. Ça demande une humilité, ça demande une retenue, ça demande un respect qui ne sont pas enseignés en faculté de médecine en France. Et c'est très Est-ce que problématique. c'est en train de s'améliorer ou pas? Vous pensez pas du Ça tout que s'améliore parce qu'il y a de plus en plus de jeunes gens qui deviennent. Enfin, d'abord, il y a des médecins qui essayent de faire des choses quand même dans les facultés de médecine. Ils sont minoritaires parce que les facultés de médecine sont construites de façon pyramidale et élitiste. Donc les gens qui sont au sommet, c'est ceux qui ont marché sur la tête des autres pour y arriver, le plus souvent. Pas toujours, mais enfin le plus souvent. Donc c'est très compliqué pour quelqu'un qui veut établir d'autres types de relations que des relations élitistes et paternalistes. C'est très difficile. Mais il y a des gens qui le font. Bon, alors, et c'est en train de changer parce que la mentalité de la population générale change. Forcément, les médecins étant issus de la population générale de plus en plus, et plus seulement comment dire, des classes les plus favorisées, ben, c'est en train de changer, mais ça demande beaucoup de temps, c'est très lent à changer. Puis les institutions, elles changent pas, en tout cas, elles changent pas aussi vite que les individus. et quelle est la place de d'internet et des toutes les pages, Instagram, tous les blogs, médicaux qu'on voit aujourd'hui? Non seulement des étudiants en médecine, mais des médecins installés et aussi des patients qui racontent, leurs expériences avec les médecins, leurs interactions. Est-ce que tout ça, ça peut jouer aussi? Ça peut Heu, jouer, et c'est très Ça peut important. jouer, ouais. Euh, je- Moi, je me reconnais complètement dans les blogs des internes, des externes, des jeunes médecins qui en tiennent, parce que quand j'étais étudiant en médecine, j'écrivais beaucoup. J'ai collaboré à la revue Underground de ma fac de médecine où on disait des trucs très Justement, je voulais en personnels. parler, oui. Voilà. Quand j'étais à la revue Prescrire, je m'occupais des pages expression personnelle des professionnels de santé. Donc, je pense que l'expression personnelle, c'est fondamental parce que c'est aussi une manière de partager des expériences et puis de faire savoir aux autres qu'ils ne sont pas tout seuls, quoi. Et ce qui est valable pour les professionnels de santé, c'est évidemment valable pour les personnes soignées. Euh, les blogs des patients et des patientes qui racontent leur expérience, que ce soit leur expérience de la maladie ou leur expérience de la technologie ou leur expérience des relations avec les professionnels de santé,
c'est précieux parce que c'est comme ça qu'on peut justement essayer de Mmh. comprendre ce qui C'est va un pas. groupe de parole, en fait. Voilà, c'est des groupes de parole. Donc pour moi j'ai été ravi. Moi j'étais un internaute très tôt, hein. J'étais un internaute en 95, où je commençais déjà à échanger avec des gens du monde entier, à lire on appelait des mailing lists à l'époque, ou des forums, enfin bon. Et Et votre site, il date des années 2000. mon site, il date de 2003, oui. J'ai créé le site en 2003, donc il a 20 ans maintenant. Et où j'ai commencé à partager beaucoup de choses sur la contraception, parce que ma conception du soin, c'est que euh, une- non seulement une partie importante du soin, mais une obligation des soignants, c'est de partager ce qu'ils savent. Pourquoi? Bah, c'est assez simple, c'est que euh, on voit bien, on a bien vu ça avec la question du Covid. C'est très difficile de faire admettre une vaccination si les gens ne savent pas comment fonctionnent les vaccinations. Bon, Oui, parce qu'il c'est y a le tr- fantasme qui se met en place, voilà. et voilà. Bon. C'est très difficile de contrer des discours de désinformation sur des médicaments si les gens savent pas comment fonctionnent les médicaments et pourquoi tel médicament peut ou ne peut pas fonctionner dans telle ou telle circonstance. Bon. Donc pour moi, c'est indispensable, c'est une activité de santé publique indispensable de partager le savoir. Partager le savoir, ça veut dire véritablement partager ce qu'on sait et non pas ce qu'on croit seulement, et non pas ce qu'on défend, et non pas ce qui va nous mettre de l'argent dans le porte-monnaie. C'est pour ça que mon site a toujours été gratuit. Je ne m'attends pas à recevoir de l'argent de gens parce que comment dirais-je, leur distille mon savoir goutte à goutte. Et vous êtes aussi distinct de tous les laboratoires, parce que Voilà, et vous puis connaissez bien depuis la revue Prescrire aussi. voilà. Puis j'ai pas de financement, j'ai pas de financement industriel. Mais c'est surtout que ça préexistait même à ma formation éthique, c'est que je pense que euh, garder le savoir pour soi, quand ce savoir permettrait aux gens de moins souffrir, c'est crapuleux. Mm. C'est juste crapuleux. C'est-à-dire, alors je raconte toujours, c'est une histoire que j'ai entendue en 98. J'ai entendu un rabbin raconter ça. Euh, et le rabbin raconte l'histoire suivante. Donc, ça se passe dans une communauté fermée, une communauté juive fermée, et le rabbin, qui a des rhumatismes, va voir la guérisseuse et il lui dit, je voudrais que tu me donnes un traitement pour soigner mes rhumatismes. Alors la guérisseuse lui dit, bon, je te donne le traitement, mais c'est un secret. C'est-à-dire, elle lui dit, je vais te donner ça pour aujourd'hui. Il dit, non, il faut que je puisse me faire la potion moi-même tous les jours. Je peux pas venir tous les jours te demander un traitement pour mes rhumatismes. Alors elle lui dit, voilà, je te donne la composition de la potion, mais je veux que tu me jures devant Dieu que tu ne la partageras avec personne. Et le rabbin réfléchit 5 secondes et il jure. Et puis, le samedi suivant, il monte sur la théba, c'est-à-dire l'estrade où il va dire, et il partage la recette avec tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il trouvait que c'était un bien plus grand péché de la garder pour lui que de se parjurer. Ouais. Voilà. Et Belle ça, c'est ma histoire, ouais. philosophie. C'est-à-dire que tu sais quelque chose qui va faire du bien aux autres, si tu le gardes pour toi, il y a une crapule. C'est de la maltraitance indirecte. C'est de la maltraitance indirecte. La maltraitance indirecte. C'est une maltraitance par l'ignorance, par le maintien de l'ignorance. Puis c'est aussi une manière de garder le pouvoir. C'est-à-dire que si tu gardes la recette pour toi, ça veut dire que tu peux la vendre. Tu comprends? Tu peux la donner, tu peux l'échanger contre une faveur, etc. Donc et moi j'ai toujours vu mon métier de médecin comme un métier dans lequel j'ai le privilège d'avoir pu faire des études, j'ai le privilège d'avoir appris des tas de choses. Le savoir que j'ai, quand je le partage, je le perds pas. Je l'ai toujours. C'est Je veux ça. dire, c'est Ouais, pas c'est un quelque. métier de service quand même, hein. Oui, On c'est un métier de l'oublie. service, exactement. J'ai toujours vu la médecine comme un métier de service, ce qui n'est pas la vision générale en France, hein. Beaucoup de médecins pensent que leur métier, c'est pas un métier de service. C'est déshonorant pour eux de dire qu'ils
qui sont au service de la population. Ils ont un statut, ils leur font des faveurs, etc. Moi, j'ai jamais vu ça comme ça. Donc, le fait de partager, aussi bien par les livres, par les sites internet, par les vidéos YouTube, tout ce que tu veux, pour moi, ça fait partie de, C'est de la médecine. c'est de la médecine, bien sûr, puis ça fait partie de mes obligations éthiques de Mmh. professionnel de santé. Même, et ce qui est aussi extrêmement gratifiant, c'est que ça peut se faire sans avoir jamais à toucher personne. Hein. C'est ce que je fais depuis 14 ans, que j'ai immigré au Canada, alors que je ne soigne plus, donc j'ai plus d'activité Et clinique. c'est ce que j'allais dire, de plus soigner, de plus voir de patients, j'allais demander si ça vous manquait, mais en fait, ça se fait maintenant indirectement ou Ben oui, par les sites internet. je reçois beaucoup de messages de gens qui me demandent des conseils. Alors souvent, c'est autour de la contraception ou de la santé des femmes, parce que c'est là-dedans que je me suis le plus, que j'ai écrit le plus et que j'ai le plus travaillé, parce que j'ai été 25 ans dans un centre de planification. J'ai pratiqué des IVG, j'ai écrit des livres de la contraception sur la Mmh. santé des femmes. Enfin, c'est quelque chose sur quoi j'ai véritablement travaillé et étudié. Donc, je sais pas mal de choses. Mais fondamentalement, et la contraception, tout ce qui est contraception et santé des femmes, c'est particulièrement représentatif de tout ce qu'on peut faire comme bien sur le plan de la santé sans avoir à toucher les gens. Ouais, de la formation, de De l'information. l'information, de la prescription, du conseil, de l'écoute, de rassurer, hein. Je veux dire, le nombre de fois que j'ai rassuré des femmes qui voulaient être enceintes, qui avaient été enceintes, qui avaient fait une fausse couche du premier trimestre, je les ai rassurées sur le fait qu'elles n'avaient rien fait de mal, c'était un accident qui pouvait arriver, il y avait très peu de chances que ça se reproduise, et que si vraiment ça se reproduisait 2 ou 3 fois, là, effectivement, on pourrait peut-être chercher pourquoi, etc., etc. Ou qu'elles étaient pas enceintes encore alors qu'elles faisaient des galipettes 3 fois par jour avec leur Jules depuis 6 mois. Bah oui, mais des fois ça prend pas tout de suite Mmh. parce que c'est un hasard. Et voilà. C'est le nombre de, voilà, le nombre de fois où on soigne en rassurant les gens. On soigne en les rassurant, mais en les rassurant, en leur expliquant pourquoi ils ont le droit d'être rassurés. Bah, il ne s'agit pas de dire non, non, c'est rien, soyez rassurés. Non, expliquer les phénomènes pour que les personnes elles-mêmes appréhendent les phénomènes. Ou encore un truc, c'est au début, quand j'étais installé comme médecin généraliste à la campagne, il y avait des lotissements avec des jeunes couples qui venaient avec un enfant en bas âge. Et au début, évidemment, je passais mon temps à être appelé par des mères dont le bébé avait de la fièvre. Et je faisais toujours la même chose. C'est-à-dire, je leur expliquais que la fièvre chez le bébé, c'est un symptôme très fréquent qui est pas forcément grave. Je leur montrais comment discriminer entre un bébé qui a de la fièvre et qui va pas bien, et un bébé qui a de la fièvre et qui va bien. Un petit de 18 mois qui a 39 et qui galope partout. Un petit de 18 mois qui a 37,8 et puis qui est complètement prostré, ça c'est embêtant. Et alors, elles comprennent tout de suite. C'est plus la fièvre, c'est comment il est mon bébé, etc. Bon. Et au bout C'est pas de, donner du Doliprane, dès qu'il y a de la voilà, fièvre et voilà, revenez dans 2 voilà, jours. voilà, on revenait dans 2 jours. Et au bout de 3 ans, les femmes de mon patelin, elles m'appelaient plus pour ça. Elles m'appelaient en me disant, bon, il a de la fièvre, j'ai donné des trucs, ça. Je vous l'amène demain s'il continue à être comme ça. Je dis, oui, très bien. Bon. C'est l'anti, knock. Oui, c'est ça, c'est ça. Et ça, c'est du soin. C'est du soin parce que, encore une fois, on aide les personnes. Alors, en plus, c'est une attitude éthique parce que on aide les personnes à s'autonomiser. L'idéal, à mes yeux, l'idéal du soignant, c'est non seulement que les gens aillent mieux après vous avoir vu, mais l'idéal, c'est de leur donner les outils pour qu'ils aient jamais besoin de moi. Ouais, bien En tout sûr. cas, le moins possible. Bon. Euh, donc, C'est pas l'attitude de tout le monde, c'est vrai. bah, ouais, c'est ça. Alors que, et tout en sachant, parce que c'est toujours la même chose, moi, j'avais un père qui était médecin de campagne aussi. Je savais très bien que il y aurait toujours des gens qui auraient besoin de moi. Oui. J'avais pas besoin que tout le monde ait besoin de moi.
j'avais assez de travail s'il y avait qu'une fraction des gens qui avaient besoin de moi. Vous parliez beaucoup de médecine dans votre enfance, à la maison. Qu'est-ce que C'est ça pas vous a qu'on donné parlait un peu beaucoup, le... c'est pas qu'on parlait beaucoup de médecine, c'est que mon père racontait beaucoup d'histoires, mais surtout, je l'entendais parler. Alors, j'avais un oncle aussi qui était médecin, je les entendais parler ensemble. Je voyais comment il s'occupait des autres. Et puis, le cabinet médical était à la maison. Des fois, j'étais derrière, il y avait un rideau qui séparait le couloir d'entrée du couloir de la cuisine. Et moi, j'étais derrière le couloir et j'écoutais pour savoir si mon père avait fini ses consultations à 7h30 ou 8h du soir. Des fois, je voyais des gens sortir, il les raccompagnait, il les tirait la main, et puis les gens disaient, docteur, ça m'a fait beaucoup de bien de vous parler. Mmh. Donc, donc pour moi, et puis il y avait aussi, je l'entendais parler, il y avait aussi de sa part, il y avait une grande compassion, il y avait une grande empathie. Il était malheureux quand les gens avaient des maladies graves. C'était pas, lui, il disait jamais j'ai fait un beau diagnostic. Il disait j'ai fait un beau diagnostic quand vraiment il avait fait un diagnostic qui avait permis de soulager les gens et que Ouais. on avait réglé le problème. Ça, pour lui, Mmh. c'était un beau diagnostic. Mais il Mmh. disait jamais j'ai fait un beau diagnostic quand il avait fait un diagnostic de cancer ou d'infarctus du myocarde Ouais, étendu, etc. Il était ouais, c'est malheureux les comme tout. attitudes, ça change tout, dans la Ah bah oui. l'attitude, c'est sûr. Donc c'est sûr que ça m'a servi de repère. C'est-à-dire que Ouais. je pouvais, moi je savais, intuitivement, j'ai toujours su qu'on peut pas on peut être content que les gens aillent mieux, mais on peut pas se satisfaire d'avoir, comment dirais-je, encore une fois, fait un diagnostic de maladie grave. C'est pas satisfaisant. Il faut le Oui. faire, parce qu'il faut pouvoir soigner les gens, mais on peut pas en être content. Je veux dire, moi, les diagnostics auxquels je pense, dont je suis le plus fier, c'est les diagnostics qui, véritablement, à un moment donné, ont changé quelque chose de manière la plus positive possible. Et c'était pas forcément des diagnostics spectaculaires. C'est après une errance médicale, où tout le Oui, ou monde raconte la simplement même chose. avoir pensé au truc qui a permis de gagner du temps dans quelque chose qui aurait finalement fini par se faire identifier, mais d'avoir gagné du temps et puis euh, d'être allé directement au nœud du problème parce que j'ai eu une intuition. Je suis pas un C'est grand, l'expérience après, ouais. voilà, je suis pas un grand diagnosticien, mais des fois on se dit oh là, ça, bon. ou euh, ou à l'inverse. Un jour, une dame m'amène sa fille de 12 ans, 11 ans, 12 ans, qui avait mal au ventre. C'est des gens très calmes, très, 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 très calmes. Et la fille, elle était comme la mère, elle était très, très, très calme. Et donc, j'examine son ventre, je palpe le ventre, il y a une vague défense, au McBurney, bon. Je me tourne vers la mère, je lui dis, je suis pas sûr que ce soit l'appendicite. Et la mère me dit, vous savez, son frère, que je connaissais aussi, hein, c'était le frère aîné, quand il a fait l'appendicite, il avait mal comme ça. Alors là, Voilà. j'ai dit, bon, je l'envoie au chirurgien. Le chirurgien il m'a dit, elle avait un abcès de l'appendice. Ah oui. Donc, quand vous vous êtes dit, si cette femme, elle dit, et puis elle m'a dit ça d'un ton très calme, hein, elle était pas angoissée, elle n'a pas fait pression sur moi. Elle dit, quand même, mon fils, son frère aîné, hein, je Ça, dis, bon, faire confiance à ses intuitions aussi, ouais. voilà. Bon, puis c'est elle la mère, je veux dire, elle connaît sa Ouais. gamine mieux que personne. Donc ça, je suis très fier. Je suis très fier de m'être dit, ouais, j'ai écouté la mère, j'ai bien fait d'écouter la mère. Plutôt que de dire, ouais, non, c'est pas franc, ouais, on peut Ouais, c'est attendre. ça. Ah. Ouais, ouais, ça fait des bons souvenirs. Alors que j'avais pas peur, je veux dire, la gamine, elle m'inquiétait pas, quoi. J'aurais très bien pu lui dire, bah, attendez 24 heures ou 36 heures pour voir ce qui c'est dur. Donc vous voyez, c'est le et puis la satisfaction, elle est double là, si vous voulez, parce que le diagnostic, c'est la mère qui l'a fait. J'ai respecté le diagnostic de la mère. Ça a fait du bien à la fille, ça a fait du bien à la mère, ça m'a fait du bien à moi aussi. Ouais, tout le monde est content. Tout le monde est content. Donc il y a Et une grande satisfaction à ce genre de choses. Alors que bon, voilà, autrement, faire un diagnostic de maladie grave.
Je voulais revenir un petit peu en arrière. Quand vous êtes parti à l'âge de 17 ans, vous Oui, avez aux vécu États-Unis. aux États-Unis pendant un an, dans le Minnesota. Mhm. Est-ce que c'est une année qui a joué sur votre manière d'écrire, sur votre vie d'écrivain? Ah bah ça a joué surtout, je veux dire, oui, c'est sûr. Moi, j'écrivais avant de partir, bien sûr, et puis j'avais déjà l'intention d'être médecin. Mais quand je disais je veux écrire et être médecin, en France, on disait oui, médecin c'est un bon travail, mais écrire, de toute façon, tu seras pas Proust ou Flaubert, donc c'est même pas la peine d'essayer. Alors qu'aux États-Unis, quand je disais je veux être médecin et écrire, on me disait oh mais c'est deux bons métiers. Et cette année, elle a changé ma vie parce que j'ai rencontré une autre manière de voir les choses, c'est-à-dire une manière beaucoup plus positive d'accueillir les initiatives des adolescents, de leur autonomie, leurs valeurs. C'était la période de la contre-culture, donc toutes les idées reçues, les forces établies, les valeurs antédiluviennes étaient remises en cause, mais pas forcément de manière violente. Elles étaient remises en cause par la discussion, elles étaient remises en cause par le débat. J'ai rencontré une autre manière d'aller à l'école. Le lycée américain, la high school américaine, ça n'avait rien à voir Ah oui, c'est pas la même avec le ambiance, lycée ouais. français. On terminait à 15 heures et à 15 heures, on allait faire autre chose. On allait faire du théâtre, on allait faire de la musique, on allait faire du sport, on allait faire. Puis ceux qui avaient besoin de travailler, ils allaient travailler. Les équipes de l'école, tout Voilà. ça, Euh, on allait faire du débat, on allait faire du chant. Moi, j'ai fait des concours de chant interscolaires, j'ai fait des représentations, des concours de théâtre interscolaires. Bon, il y avait une possibilité de s'épanouir dans quelque chose qui n'était pas juste la scolarité, qui était incomparable avec ce que j'avais vécu en France. On Et m'a vous fait, avez reçu plus d'encouragement, oui, justement pour devenir, pour pour l'écriture, ben, conforter oui, l'écriture, ouais. oui, bien sûr. Par exemple, on m'a fait écrire pour le journal de l'école, on m'a fait écrire je faisais beaucoup de photos, on m'a fait faire des photos pour le yearbook, c'est-à-dire le livre de l'année que chacun, comment dirais-je, achète, et avec lequel on a toutes les photos de tout le monde, des activités. Voilà, on m'a, on m'a invité à développer tout ce que j'aimais faire. Donc, j'ai fait du théâtre, j'ai chanté, Mmh, j'ai fait de la photo, j'ai écrit. Je veux voilà. dire, c'est beaucoup plus que ce que j'avais fait dans toutes mes années de lycée. Et une fois, revenu en France, vous vous inscrivez en médecine Oui, en première année et vous avez raté le j'ai concours raté la le première concours, fois ouais. J'ai raté le concours la et première vous fois. avez hésité à refaire le concours de première année ou pas? En fait, quand j'ai raté le concours la première fois, j'avais très envie de repartir aux États-Unis et d'aller dans une école de journalisme. Parce que j'avais été tellement maltraité par la première année de médecine, je trouvais ça tellement C'est violent, immonde, oui. tellement ignoble, tellement violent, tellement que j'avais vraiment pas envie de refaire ça. Et puis, mon père n'était pas d'accord pour qu'on aille. Je pense que c'était très important pour lui de devenir médecin. Et puis, j'avais pas les moyens de partir aux États-Unis et faire des études. Donc, j'ai repiqué. Et puis, j'ai eu la chance que cette année-là, ils ont ajouté au cursus, c'était expérimental, ils ont ajouté au cursus de la première année une épreuve de contraction de texte, Ah une oui. épreuve, Ah, on n'avait une plus épreuve ça, nous. littéraire, contraction de texte. Et ça m'a, je me suis dit bon, je vais essayer de faire quelque chose là-dedans. Bon. Et à la fin de mon deuxième concours, je le sais parce que il y a eu des travaux qui ont été faits justement sur est-ce que ça a changé quelque chose pour les étudiants qu'on introduise la contraction de texte. Et je le sais parce qu'il y a eu un travail de recherche qui a été fait par une équipe de docinologie, que ça a changé, cette année-là, ça a changé quelque chose pour 4 étudiants.
Et en Donc faisant ça n'a les pas été recoupages, répété. ça a été répété, mais je connais les résultats que pour cette année-là. Mais parmi les 4 étudiants, donc il y en a que 4 dont la note a été déterminante pour leur permettre de passer. Et en faisant les recoupements, c'est-à-dire sans la note et avec la note, je sais que je fais partie des 4. Incroyable. Et ça a été une très grande satisfaction. Après, évidemment, c'est un peu plus facile, mais j'ai toujours été un étudiant en marche, c'est-à-dire j'ai toujours favorisé beaucoup plus ma présence à l'hôpital auprès des autres professionnels de santé et des personnes soignées qu'en cours. J'ai cessé d'aller en cours très tôt parce que je supportais pas l'idéologie des profs qui nous faisaient cours. Vous n'avez pas Euh, trouvé au moins un prof, un médecin qui vous a inspiré pendant vos si, études? si, j'en ai trouvé beaucoup, mais je les ai trouvés dans mes activités cliniques, pas, enfin, il y avait un ou deux profs qui étaient des très bons profs comment dire, en enseignement dirigé, enfin en Mm. petits groupes, bien sûr, j'en ai rencontré. Mais je pense à mon prof de parasitologie et de bactériologie, qui était un type formidable, qui était un anarchiste fini, qui nous a appris plein de trucs. Mais c'est surtout dans les relations interindividuelles que j'ai rencontré ça. C'est pas en cours particulièrement. Je pense à un chirurgien qui s'appelait Brison, qui était un grand chirurgien de l'époque, qui était un des co-auteurs de Brison et Castin, c'était les livres d'anatomie, on apprenait l'anatomie. Ouais. Brison faisait des cours merveilleux, mais là où on apprenait vraiment des choses, j'ai eu la chance de passer dans son service, c'est qu'il s'occupait des étudiants et qu'on pouvait discuter avec lui. C'était quelqu'un qui avait une personnalité un peu difficile pour tout le monde, mais qui était très bienveillant avec les étudiants. Extrêmement bienveillant. C'est quelqu'un qui était sûrement très angoissé et très inquiet de beaucoup de choses, mais avec les étudiants, il était extrêmement bienveillant. Donc, on arrivait à discuter avec lui, il nous a appris beaucoup de choses. Mais moi, ce que j'ai appris des médecins de la fac, je les ai appris comme ça, en relation interpersonnelle. Je les ai pas appris en cours. C'était Et, et voilà, je peux les compter sur les doigts d'une main. et vous pouvez nous parler un peu des revues underground où vous écriviez? Ça m'intéresse. Alors, il y avait on avait créé, il y avait à Tours, j'étais donc en fac de médecine à Tours, il y avait une revue qui s'appelait la Revue de médecine de Tours, la revue officielle. Et nous, on a créé une revue, donc c'était en 76-77, on a créé une revue qui s'appelait Revue et corrigée de médecine de Tours, qui était évidemment clandestine parce qu'on signait pas de nos noms, parce que on disait des trucs. Alors, on faisait des articles pour l'avortement. C'était avant que l'avortement soit autorisé. On a commencé en 74, donc c'était avant la loi Veil. On était favorable à l'aide médicale à mourir. On était favorable à l'utilisation du cannabis thérapeutique. On était, voilà. Donc c'était, on était, comment dirais-je, on critiquait vivement le fait que certains médecins faisaient des cours en mettant des patients sur une estrade. Je me souviens d'un article où deux de mes camarades avaient décrit une présentation de patients en alcoolologie d'une patiente qui avait une acide qu'on avait fait quasiment foutre à poil pour montrer l'acide, les varices pas Pour le possibles, cours, devant les étudiants, pour le c'est incroyable. cours, pour le cours. Ah oui. Les tremblements, enfin, c'était une horreur. Bon. Mais à la même époque, ça je le raconte dans Les Trois médecins, à la même époque, à l'hôpital Saint-Louis, il y avait des expositions de patients dans les congrès de dermatologie. Des expositions de patients. Ouais, c'est incroyable. Ça, c'est 86. C'est pas en 1923, hein. C'est 1986. Donc on a quand même progressé un petit On a peu. progressé un peu. Bon. Et surtout, maintenant, on ne trouve plus ça normal. Je veux dire, c'est ça. Ouais. La progression, elle se fait d'abord dans les mentalités individuelles. Non, ça, j'accepte plus. Je suis sorti d'un cours mon dernier cours de gynécologie obstétrique, le dernier cours auquel j'ai assisté. C'est un cours pendant lequel le professeur de gynéco, qui est un grand professeur, qui a été doyen de la faculté de médecine après, très réputé, qui a écrit des tas de bouquins, etc. Il avait fait un cours sur le cancer de l'endomètre. Et
pour illustrer le profil, entre guillemets, disait-il, des femmes qui avaient un cancer de l'endomètre, il avait pris des dessins de Dubout avec des femmes extrêmement obèses, et il avait illustré ça en leur mettant du poil au menton et en disant voilà, c'est des femmes obèses qui sont hypertendues, qui ont du poil au menton, qui sont ménopausées et qui saignent. Et il avait illustré ça en montrant une femme sur un chemin, laissant des traces de sang derrière elle. Vous vous rendez compte? Donc moi j'ai vu ça, j'ai fermé mes machins, je suis sorti, je suis plus jamais retourné en cours. Et après j'ai des copains qui sont venus me dire mais pourquoi t'es sorti? T'as entendu ce qu'il raconte? Ah, il parle de nos mères là, il parle de nos mères, de nos tantes, il parle c'est dégueulasse. Tous les autres L'année, trouvaient ça normal. ben voilà, lui il trouvait ça normal. L'année d'après, il y en a 5 qui sont sortis, l'année d'après ils sont tous sortis. Bon, donc la mentalité change, il y a des moments, il y a des trucs qu'on n'accepte plus. Et pour la maltraitance, je pense à votre livre Les Brutes en blanc. Oui. Aujourd'hui, que peut faire une femme qui est victime de maltraitance à l'hôpital ou en consultation? Je pense à une amie qui était en consultation chez le gynéco, c'était sa première grossesse, et qui lui demandait si elle ne pourrait pas avoir une césarienne parce qu'elle était terrorisée à l'idée Mmh, d'accoucher. mmh. Et il lui disait, de toute façon, bah, il faut bien souffrir hein, pour mettre au monde un enfant. Et puis de toute façon, c'est pas vous qui choisissez. Elle s'en Ah rappelle jusqu'à aujourd'hui. c'est, ouais, enfin, je pense que la chose la plus simple, qui est pas forcément la plus facile à faire, mais qui est la plus simple, c'est de sortir et de partir sans payer en disant, mais monsieur, moi, je suis pas venu pour pour qu'on me donne des leçons de morale. Je suis venu pour que vous écoutiez ma crainte et ma plainte. Et cet imbécile de médecin, s'il lui avait répondu, ok, très bien, de quoi avez-vous peur exactement? Voilà. Et, et comment dirais-je? Et puis qu'il avait essayé d'abord de comprendre sa peur, ensuite de voir avec elle s'il était possible d'accommoder la manière dont l'accouchement se passe pour qu'elle n'ait pas peur. Et in Oui, fine, probablement qu'à la fin, voilà, ça se serait elle serait passé restée. autrement. Et puis, in fine, si cette femme tenait absolument à avoir une césarienne, pourquoi la lui refuser? Pourquoi la lui refuser? Parce qu'après tout, il s'agit de son corps à elle. Ouais, non, mais bien Il ne sûr, c'est s'agit ça. pas C'est du vraiment corps du chirurgien. l'exemple type de Voilà, paternalisme de un peu paternalisme. méprisant Et aussi. puis de paternalisme obtus et abscon. Je veux dire, c'est, euh, il va rien prouver à personne en ayant une attitude aussi obscurantiste que celle-là. Il va juste Et vous prouver que devez recevoir des messages comme ça assez souvent, j'imagine. oui, C'est oui, assez bien fréquent. sûr. Bah oui, oui. Et dans tous les domaines, le problème, c'est ça aussi. Les gens qui se comportent comme ça sont des gens qui valorisent beaucoup plus l'idée qu'ils se font de leur statut et de leurs valeurs que les valeurs et les attentes et les besoins des personnes dont ils s'occupent. Tout revient à la bioéthique, finalement. Enfin, tout revient à, je dirais plus simplement, tout revient à une question d'attitude et une question de personnalité. Et je pense que un des problèmes, c'est que tant qu'on sélectionne les professionnels de santé, en particulier les médecins, tant qu'on les sélectionne à partir de critères qui n'ont rien à voir avec le désir de faire du bien, plutôt avec des critères livresques, avec des critères Mm. de Mémoire. compétitivité, de voilà, de mémoire, etc. Ben, on va sélectionner des gens pour qui le bien qu'ils font aux autres n'a pas vraiment beaucoup de valeur. Euh, donc c'est pas très étonnant qu'on ait des tordus qui exercent la médecine. Ouais, c'est Ils sont vrai. sélectionnés, on sélectionne plutôt les tordus, donc c'est des tordus qui vont faire la médecine. Si on les sélectionne, on réfléchit à les sélectionner d'une autre manière, ça peut commencer à devenir différent. La deuxième chose, c'est que s'il y a personne qui montre l'exemple, si les personnes qui sont en charge de l'enseignement ne montrent pas l'exemple en disant non, tu ne te comportes pas comme ça, tu ne dois pas te comporter comme ça, ben, ils vont continuer à le faire. Au contraire, ils vont imiter Ouais. ceux qui se comportent comme ça. Bah oui, oui. Bah, c'est eux qui seront aussi en position dominante ou un peu de force et Voilà.
dans la Voilà, hiérarchie et dans l'enseignement finalement. voilà, voilà. Mais Ouais, donc c'est mais il faut pas qu'ils nous racontent ensuite, alors qu'ils sont dans une position de force de hiérarchie, de domination et de maltraitance, faut pas qu'ils nous racontent qu'ils font le bien de l'humanité. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils se comportent de manière détestable, haïssable et nocive. C'est peut-être des grands patrons très connus, très riches, mais c'est quand même des tordus. au Canada, l'enseignement est totalement différent de ce Ah, point de vue-là. l'enseignement a changé. Le paternalisme, il a toujours existé partout. Mais dans les pays anglo-saxons, et en particulier depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis qu'il y a justement toute une réflexion sur l'éthique, qui tourne autour de la question du consentement. Je ne peux pas proposer à une personne que ce soit une expérimentation ou un traitement sans qu'elle soit d'accord. C'est-à-dire que la part de la personne soignée, de la personne qui, parce qu'au départ c'est parti avec la question des essais thérapeutiques, des essais cliniques, la personne à qui je vais proposer une expérimentation ne peut pas être tenue dans l'ignorance de ce que je fais. Elle ne peut pas, je peux pas faire abstraction de son consentement. Donc, il faut que son consentement soit un consentement informé, qu'elle sait à quoi elle consent. Que deuxièmement, que ce consentement, elle peut le retirer à tout moment. Que ça fait donc l'objet d'une négociation. Et à partir de cette réflexion sur les expérimentations, on a fait une réflexion. On s'est dit, c'est la même chose pour n'importe quelle relation de soins. Et je fais quelque chose. Je suis médecin, on vient me voir, j'ai des propositions à faire. Il faut, un, que je les explicite. Deux, que j'écoute ce que les gens ont à dire sur le sujet. Et que trois, je me plie à leurs décisions. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut avoir une mentalité qui est une mentalité dans laquelle on ne valorise pas le rapport de force. C'est-à-dire, on ne valorise pas le fait que, non, c'est moi qui décide et vous allez faire comme ça. Il faut plus se mettre au même niveau, et accepter les questions et partager son savoir Voilà, finalement. et puis partir du principe que c'est très gratifiant aussi de ne pas être dans un rapport de force. J'ai jamais tiré. Alors, c'est ça aussi, c'est pour ça que c'est aussi une question de personnalité. Les personnalités, on peut pas modifier. Hein. On peut développer une personnalité qui n'aime pas les conflits dans le sens de moins en moins de conflits. On peut faire l'inverse aussi. Les gens qui n'aiment pas les conflits, on peut aussi les former à être dans le conflit si on ne leur donne que ça comme modèle. Donc, euh, à partir de, à partir de l'idée que le soin, c'est quelque chose d'interactif, c'est un respect mutuel et réciproque, c'est collaboratif, c'est une négociation. Voilà, c'est un truc qu'on va faire ensemble. C'est pas un truc que je vais vous imposer. On découvre que c'est très très satisfaisant, très gratifiant. C'est l'histoire de la mère que je vous ai racontée tout à l'heure. J'ai Et pas c'est cherché à l'histoire lui dire non non des... c'est moi qui. J'ai pas cherché à lui dire non Voilà. non c'est moi qui sais. Je lui ai dit ah non. C'est aussi l'histoire des bonobos. C'est l'histoire des bonobos aussi. C'est l'histoire voilà, faire du bien, ça fait du bien. Ouais, c'est ça. Faire du bien, ça fait du bien. Mais je peux pas faire du bien en faisant du mal. Ça, c'est pas possible. Je peux pas faire du bien en imposant quelque chose. Je peux pas faire du bien en décidant à la place des autres. Je peux pas faire du bien en n'écoutant pas. Je voulais parler un peu maintenant de votre activité justement d'écrivain. Oui. Aujourd'hui, c'est votre activité principale avec l'enseignement. Mmh. Est-ce que vous avez déjà comment est-ce que vous écrivez? Est-ce que c'est directement sur ordinateur? Est-ce que vous avez des carnets où vous marchez avec des carnets, vous écrivez quand vous voulez? Ou est-ce que vous avez vraiment une routine tous les matins, 9h midi, Il y a, minuit, 5h du matin? j'ai un écrivain qui m'a beaucoup impressionné et influencé quand j'étais adolescent. Il s'appelle Isaac Asimov, un écrivain américain. Et Isaac Asimov, quand on lui demandait comment vous faites pour vous mettre à écrire le matin, il réfléchissait, il disait, ben, j'approche mes doigts suffisamment près des touches de la machine pour qu'il les touche et puis j'écris. Et moi, c'est un peu ça. C'est-à-dire que écrire, je le fais
de multiples formes. C'est-à-dire, je réponds au courriel, je poste sur Twitter ou sur Facebook, j'ai des blogs, etc. J'ai toujours beaucoup écrit sous plusieurs formes. Maintenant, l'immense majorité des choses que j'écris, c'est au clavier, bien entendu. Je peux écrire un livre au clavier directement. Mais j'ai quand même une tablette qui est une tablette graphique, sur laquelle je peux mettre des textes et des corriger à la main, mais qui est une tablette sur laquelle j'écris aussi à la main et je prends des notes. Donc je peux prendre des notes à la main. Je le fais beaucoup moins que quand j'étais adolescent, parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque, évidemment. Mais maintenant, j'ai tellement intégré le fait d'écrire à l'ordinateur que je le fais directement. Donc pas de carnet comme on entend certains écrivains qui écrivent tout le premier jet sur un carnet Non, avec des encres non de plus, différentes couleurs. non plus maintenant, plus maintenant. Je l'ai fait, mais plus maintenant. Et je trouve que ça va. Bah, quand j'étais aux États-Unis, quand je passais mon année aux États-Unis, j'ai appris à taper à la machine. Et j'étais un des rares garçons français de l'époque qui apprenait à taper à la machine à 17 ans, parce qu'à 17 ans, les garçons n'apprenaient pas à taper à la machine à Eh oui, l'école française. C'est les filles qui faisaient des sections le secrétariat qui dactylo. faisaient ça. Voilà. Aux États-Unis, le cours, il était mixte. Vous vouliez apprendre à taper à la machine, vous étiez un garçon, ça ne posait de problème à personne. Vous vouliez apprendre à taper à la machine. On était 30 ou 40% de garçons dans la classe. Ah oui. Parce que c'était un outil. Vous voyez ça comme un outil. Il est bien évident qu'à partir du moment où j'ai tapé à la machine, j'avais encore des journaux. J'ai tenu des journaux à la main jusqu'en, je sais pas moi, 2012. Mais j'ai écrit beaucoup plus et beaucoup plus vite. Et puis quand je suis passé de la machine au traitement de texte et du traitement de texte à l'ordinateur, ça s'est fait, c'est toujours le même clavier, hein. Ça s'est fait Ouais, très c'est ça. naturellement et très vite. Donc c'est C'est pour ça que voilà, les idées qui se transcrivent plus vite et plus c'est bah oui, je veux dire, c'est pas bon, attaché à un mode d'écriture non, particulier. non, pas du tout. Et même maintenant, aujourd'hui, je me rends compte que quand j'essaie d'écrire à la main, j'écris beaucoup moins bien. Et j'avais une écriture extrêmement lisible, hein. Même quand j'étais médecin généraliste, on lisait, les pharmaciens disaient qu'ils lisaient de mes ordonnances, quand les gens passaient la porte, ils pouvaient lire mon ordonnance depuis leur comptoir. Tellement ils savaient, tellement j'écrivais bien. Donc j'écris beaucoup moins bien maintenant parce que j'ai moins l'habitude d'écrire à la main. Mais effectivement, la pensée, quand vous avez pris l'habitude, je crois qu'aujourd'hui c'est un peu naturel parce que beaucoup de gens apprennent à taper sur un clavier très vite et très tôt. La pensée, elle suit comment dire, elle suit l'outil, quoi. Elle se Oui, après plie, ça devient un ça automatisme de devient toute un façon. automatisme. Et quand vous écrivez un roman, est-ce que vous faites lire le premier jet à quelqu'un ou vous gardez vraiment pour vous, puis vous Depuis, laissez le alors, droit de le faire lire bout pour souvent, souvent, ah, souvent. Non, en gros, depuis très très longtemps, ce que je fais, c'est que je ne fais lire ce que j'ai écrit que quand j'en ai écrit un bloc suffisamment grand. Alors, ça dépend un peu du livre du type de livre que j'ai. Quand c'est un essai, ça m'arrive plus souvent, par exemple, prenons les Brutes en blanc. Brutes en blanc, c'est un essai qui m'a été suggéré par une éditrice. Et avant de l'écrire, j'ai fait un plan, j'ai fait une introduction, j'ai fait une table des matières, et j'ai proposé ça à l'éditrice qui m'a fait des remarques, etc. Puis après, je lui ai envoyé ça partie par partie. J'ai dû lui envoyer ça en 3 fois pour qu'elle réagisse. Parce que c'était une commande. Ouais, c'est Parce différent. qu'il y avait des choses comme les livres, les livres pratiques, comme j'ai fait un livre sur la contraception, un livre sur la santé des femmes. C'est pareil, je les ai envoyés aux éditrices pour qu'elles réagissent dedans, qu'elles me disent, bah, cela, je comprends pas bien, est-ce que vous pouvez reformuler, etc. Les romans, en général, j'écris, enfin, ça m'est arrivé avec Paulo Tchaikovsky, qui a été mon éditeur pendant très longtemps, enfin, jusqu'à son décès. Je lui ai envoyé ça en feuilleton. Mélanie Sachs, par exemple, je lui ai envoyé ça en 4 ou 5 fois. Le cœur des femmes aussi. Et il me répondait de façon souvent, comment dire, très laconique. Hein. Enfin, il ne faisait pas des grands discours, mais il me disait, voilà, ce que je ressens, etc. Il me disait, bon, et alors la suite, ça vient. Bon, tant pis, la suite, ça vient. Moi, je continue à écrire. Ah oui. Et in fine, quand le manuscrit est terminé,
En général, il y a 2 personnes qui le lisent, c'est l'éditeur, donc c'était Paul Tchaikovsky avant, maintenant c'est Frédéric Boyer qui a pris sa place chez POL, et puis ma compagne, qui lit tout ce que le texte un peu important que j'écris, donne son avis. Alors il est arrivé à 2 ou 3 reprises qu'on me dise, ben, il y a un problème par exemple, dans la fin de ce livre, ou il y a un problème dans l'ensemble du livre pour tel et tel type de raison. Mmh. Et comme l'un et l'autre sont d'excellents lecteurs, et que je respecte leur opinion, ben une fois, voilà, pour Abraham et fils, j'ai refait toute la fin. Et pour l'école des soignantes qui posait plus de problèmes, ben, j'ai tout réécrit. Tout réécrit. J'ai tout réécrit. Ben oui, parce que le livre fonctionnait pas. Et il fonctionnait pas dans leurs yeux de lectrices et de lecteurs. Donc moi, j'ai pas de raison de penser. Je suis très, comment dire, respectueux de ce qu'on me dit, parce que j'écris pour que ce soit lu. Si quelqu'un qui lit Mmh. me dit, bah là, il y a quelque chose qui me pose problème, bah, j'écoute, quoi. Vous sentiez pas qu'il y avait un problème en l'écrivant? Si, je sentais, mais j'aurais pas pu mettre le doigt dessus. Et c'est aussi ça, c'est que je, si je sens, et puis, je sais pas comment vous dire. Bien sûr qu'on sent si ça colle ou si ça colle pas. On sent. Mais, encore une fois, on peut pas toujours mettre le doigt dessus. Et, et puis, quand on est en train d'écrire, c'est difficile d'identifier ce qui se passe. Oui, on n'a pas de distance. On n'a Est-ce pas que de ça vous arrive de le lire à voix haute, Oui, de le faire lire à voix haute? Oui. oui. Moi, de lire moi à voix haute. Moi, j'aime beaucoup lire à Oui. voix haute. Donc, ça m'arrive souvent de lire mes textes à voix haute, Mmh. justement, écouter, parce que je vois pas le texte de la même manière. Quand je l'entends, il dit pas exactement les mêmes choses, ou plutôt, le cerveau quand on lit à voix basse, le cerveau prend des raccourcis. Quand on le lit à voix haute, le cerveau est obligé d'écouter, hein, C'est les ça. Ouais, mots. ouais, c'est Et totalement alors, des fois, il y différent, a ouais. une sorte de comment dire, de dissonance entre ce qui est dit et ce qui est écrit. Ça passait bien à l'écrit, puis à l'oral, ça passe pas. Même pas seulement pour les dialogues d'ailleurs. Non, pas seulement pour les dialogues. Mais enfin, en plus, alors, il se trouve que moi, j'écris de façon souvent très dialoguée et souvent très monologique. C'est-à-dire, souvent des voix intérieures qui parlent, des gens qui racontent, etc. Donc, si ça ne passe pas à l'oral, c'est qu'il faut que je le fasse. Et vous enseignez encore l'écriture aux étudiants en médecine Alors, au je l'ai fait Canada? jusqu'à il y a 2 ans, jusqu'avant la pandémie. Là, je l'ai pas refait, mais ça pourrait à nouveau arriver, effectivement. Enfin, je sais pas que j'enseignais l'écriture, parce que souvent les étudiants en C'était médecine en des question, ateliers. oui, c'était des ateliers, ils écrivaient déjà. Non, je leur donnais des exercices comme je donne dans les ateliers d'écriture, des exercices pour les faire écrire et pour leur montrer, par exemple, que un même exercice donné à 12 personnes différentes, ça va donner 12 textes très différents, que donc l'originalité, elle n'est pas dans le thème, parce qu'ils avaient tous le même exercice. Le thème, un de mes exercices favoris, c'est une journée dans la vie d'un lit d'hôpital. Mais vu par qui? Par Ben, le lit? une Ah, journée pas dans la vie forcément. d'un lit d'hôpital. Donc ça voulait dire qu'ils D'accord. étaient capables de s'en emparer et de faire ce qu'ils voulaient. Donc des fois c'était le lit qui parlait, des fois c'était Mmh. le lit d'à côté, des fois c'était, bon, ça pouvait être n'importe quoi. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois ils s'en emparaient d'une manière qui était personnelle. Mmh. S'en emparant d'une manière qui était personnelle, ils faisaient tous des textes très personnels, qui se ressemblaient pas. Et vous savez si la plupart ou si un certain nombre a continué à écrire Oui, après? j'en suis sûr, parce que c'était souvent des jeunes gens qui écrivaient déjà avant, qui avaient peu écrit pendant leurs études de médecine, puis là ils allaient ils allaient prendre leur premier poste d'interne, et ils avaient besoin de ventiler un peu, et le fait de se dire, tiens, finalement ce que je fais c'est pas mal quand j'écris. Puis la médecine, c'est un métier dans lequel on absorbe beaucoup d'expériences, et on a envie voilà, de les ventiler. Alors il y a des gens qui font ça en faisant de la danse ou de la poterie. Hein, bon, mon camarade Baptiste Beaulieu, il fait de la poterie, où il écrit des livres pour enfants, où il écrit des romans.
J'ai un copain qui lui est cardiologue et qui faisait de la musique, il faisait des bœufs et des disques avec des copains. Oui, il y a beaucoup, C'est beaucoup un grand, de voilà, médecins artistes. voilà, un métier artistique ou une activité artistique, pas forcément un métier. D'ailleurs, moi j'en ai fait mon métier, mais on peut très bien avoir une activité artistique tout en étant à 90% de médecin. Oui, bien sûr. Donc, le, comment dirais-je, je sais plus pourquoi je disais ça. Mais, mais oui, donc les étudiants, effectivement, il y en a sûrement certains qui vont continuer à écrire, voire en faire, sinon un métier, du moins un métier à mi-temps. Mhm. Et c'est très bien. J'ai encore 3 questions si on a le temps. Bien sûr, on a le On a le temps, temps. on a le temps que vous voulez. Euh, Aujourd'hui, justement, est-ce que vous préparez un nouveau roman? Et est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Si Alors vous en là, en ce préparez un. moment, tout de suite, je prépare pas un nouveau roman, je prépare un essai qui va s'appeler Aider à mourir ou Aider à vivre et à mourir. Je suis pas encore définitif sur le titre. C'est un essai sur l'aide médicale à mourir. J'aimerais bien publier à la rentrée, si j'arrive à le finir dans les temps impartis, parce que je pense que d'ici à la rentrée, il y aura peut-être un vote en train de se faire, ou en tout cas, ils seront en train d'essayer peut-être de faire une loi. Et en gros, c'est un essai dans lequel je voudrais développer l'idée que l'aide médicale à mourir, c'est un soin. Ce qui, en Canada, paraît parfaitement acceptable comme idée. En France, beaucoup moins, bien entendu. Mais et ça ne peut être considéré comme un soin que si on part effectivement de l'idée que les médecins sont au service des personnes, et non pas qu'ils leur imposent leur propre valeur. Donc je suis en train d'écrire un petit essai qui va pas être très long. Il y a un autre livre que je vais écrire qui va parler de comment dire, en gros de la mentalité française, vue par un expatrié qui maintenant est canadien. Puis il y a un roman qui s'appelait Alger 1942, qui est un roman qui va se passer donc pendant la Seconde Guerre mondiale et qui va raconter un certain nombre d'histoires individuelles autour du débarquement des Alliés en Afrique du Nord. Donc début 45. Non, 42, 1942. 42, pardon. Début 1942. 40. Oui, oui. Euh, euh, et donc ça va être un roman historique qui va me demander beaucoup de travail, donc je pense que je ne le publierai pas avant 2 ou 3 ans. Euh, mais les deux essais, là, l'essai sur l'aide à mourir et l'essai sur la mentalité française, ça c'est pour l'un cette année, l'autre l'an prochain. Et le roman sur le débarquement, il y aura des éléments personnels, et, Ben, il y aura pas enfin d'éléments familiaux en tout personnels, cas. il y aura des éléments familiaux parce que en fait mon père et deux de mes oncles ont participé comment dirais-je, à l'insurrection clandestine qui a permis de bloquer tous les lieux de commandement de la ville d'Alger au moment où les Alliés allaient débarquer. Et qui a fait que finalement ils ont débarqué en Algérie sans un coup de canon. Ah oui, Alors incroyable. qu'au Maroc et en Tunisie, ils ont été reçus à coup de canon. En Algérie, non. Et donc alors il y a pas d'élément personnel parce que moi j'y étais pas Oui, oui, évidemment, je voulais familiaux j'y étais plutôt. pas, mais familiaux en partie parce qu'en fait c'est ça qui est très curieux dans cette histoire. Maintenant je commence, maintenant que ça fait déjà 2 ou 3 ans que je lis des choses sur l'époque, je comprends maintenant pourquoi, mais paradoxalement, alors que par exemple mon père nous a raconté plein de choses sur son enfance, sur la guerre, sur la guerre d'Algérie, sur etc. Il n'a jamais parlé de ça. Hmm. Alors que, encore une fois, lui et ses deux beaux-frères ont participé à ça. Et ils n'en ont jamais parlé. Et pendant longtemps, je me suis dit, mais pourquoi? Parce que c'est un haut fait d'armes quand même, c'est pas rien, quoi. Maintenant, j'ai compris. Mais
Donc c'est quelque chose qui est à quoi je tiens beaucoup. Et à vrai dire, je sais pas. Bon, c'est une idée que j'ai depuis longtemps. Je sais pas exactement comment je vais traiter ça encore, parce que je suis à un stade quand j'écris un roman où j'ai besoin. Maintenant, j'ai besoin de plus en plus. J'écris des romans qui sont ancrés dans l'histoire. Mon roman précédent, France en Amérique, il est très très ancré dans l'histoire des États-Unis et de la France du début des années 70. Mais j'ai lu énormément pour pouvoir l'écrire et pouvoir raconter des choses sans dire de bêtises, vous voyez. Oui, bien sûr. Donc là, c'est pareil, il faut beaucoup, beaucoup de temps Ouais. pour... Et maintenant, il faudra le lire pour savoir pourquoi il n'en parlait pas. Oui, oui, bien sûr, il faudra le dire. Comment dirais-je? Oui, parce que Ouais, on va attendre. c'est pas vraiment un secret, parce que moi, j'ai réussi à le comprendre en lisant des tas d'histoires, mais c'est quelque chose que je veux faire passer, enfin, dont je veux faire passer la finesse Oui, dans le récit. dans le récit, quoi. Donc, même ce que je pourrais dire aujourd'hui, ce serait probablement trop rudimentaire pour que ce soit exactement ça. Il vaut mieux attendre. Autre question, la maladie de Saxe, c'est un livre qui a été beaucoup offert. Oui. Vous en parlez dans votre blog, par exemple, le Cavalier des Touches. Vous-même, quel livre est-ce que vous offrez le plus souvent? Moi, Ouais, ça vous arrive vous êtes oui, quelqu'un qui vous offrez à plusieurs personnes le même livre? ça m'arrive de conseiller. Alors maintenant, je les offre plus, mais je les conseille. Alors il y a eu des époques, par exemple, il y a un livre que j'ai beaucoup, beaucoup offert, c'était La vie mode d'emploi de Georges Perec. Il y a un autre livre que j'ai beaucoup offert, c'est Le Carnet d'or de Doris Lessing, un livre féministe sur la littérature. Enfin, Doris Lessing a été prix Nobel de littérature quand même. Mais je l'ai offert bien avant qu'elle soit prix Nobel. Le Carnet d'or, c'est un très beau livre pour les Ah, gens je l'ai pas qui... lu, faut Ah que je oui, c'est regarde. un livre magnifique. J'ai beaucoup offert un livre de Ursula Le Guin qui s'appelle Les Dépossédés, un livre de science-fiction, mais qui est aussi un livre sur la solidarité, la solidarité face à l'adversité. Et un autre livre de Ursula Le Guin qui s'appelle La main gauche de la nuit. Et depuis quelques années, un des livres que je conseille le plus, c'est un livre d'anthropologie qui s'appelle en anglais Mother Nature, Mère Nature, Mhm. mais c'est un double sens, c'est Mère Nature, mais c'est aussi la nature de mère, la Oui, nature d'être mère. oui, oui. Et en français, ça s'appelle Les Instincts maternels, ce qui à mon avis un très mauvais titre, mais enfin bon, ça. Et Mother Nature, c'est un livre extraordinaire qui a été écrit par une primatologue qui s'appelle Sarah Hardy. Et c'est un livre qui explique que être une mère dans la nature, alors elle commence par comment dirais-je, par l'ensemble du règne animal, par les primates. Ensuite, elle étend ça à l'ensemble du règne animal, et elle finit par les humains. Et là, quand vous lisez ça, vous vous rendez compte que, enfin moi, ça a changé, comment dirais-je, ça a solidifié mon respect pour les femmes, parce que on se rend compte que être mère, c'est biologiquement parlant, hein, c'est un truc extrêmement compliqué. Ça demande des stratégies de survie, ça oblige les gens à des stratégies de survie qui sont très complexes. Et c'est pas plus simple chez les humains que dans le règne animal. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que ça m'a amené, la réflexion que ça m'a amené à faire, c'est que ça a cristallisé mon idée. Moi, j'avais toujours été idéologiquement favorable à la liberté des femmes d'interrompre leur grossesse. Mais ce livre-là, il m'a amené aussi à compléter ça en disant la physiologie féminine est bien plus compliquée que la physiologie Oui, masculine. ça vous en parlez souvent, ouais, ouais, bien sûr. C'est plus compliqué. Et deuxièmement, être enceinte, c'est quelque chose qui risque de vous faire perdre la vie. Et je parle même pas de faire un avortement clandestin. Je parle du simple fait d'être enceinte. C'est-à-dire que
il y a une petite proportion, mais une proportion non négligeable de femmes qui perdent la vie parce qu'elles sont enceintes, soit pendant leur grossesse, soit au moment de l'accouchement, soit juste après. Bon. Qui perdent la vie pour des raisons physiologiques. Je ne parle pas des agressions, des accidents, des maladies. Je parle simplement de la physiologie. Bon. Donc pour moi, il est clair que quand une femme est enceinte, elle décide de conserver sa grossesse, de la poursuivre jusqu'au bout, c'est son droit. Si elle décide de terminer sa grossesse, c'est son droit aussi, parce que la seule qui risque sa peau là-dedans, c'est elle. Très bien. Voilà. Dernière question. Donc, oui, je finis en pardon. disant, si vous lisez l'anglais, je dis ça aux auditeurs, si vous lisez l'anglais, lisez Mother Nature. En plus, ça se lit comme un roman. C'est un livre d'anthropologie, mais c'est formidable parce que c'est un livre d'histoire aussi. C'est un livre de science, c'est un livre féministe. C'est extraordinaire. Moi, j'ai été transformé par celui-là. Et quel en est l'auteur? Elle s'appelle Sarah Blaffer, B-L-A-2-F-E-R, Hrdy, H-R-D-Y. Il n'y a pas de A. C'est probablement un nom asiatique. Et Sarah Hrdy, Mother Nature. Les instincts maternels, c'est chez Payot en France. Parfait. Merci beaucoup, Martin, d'avoir pris le temps d'être avec nous. Je rappelle qu'on peut vous trouver sur votre site internet, Winkler's Webzine, ou sur vos blogs, Cavalier des Touches et l'École des Soignantes. Et on peut également vous écrire à martinwinkler@gmail.com, martinwinkler@gmail.com. Merci Martin. Merci Jonathan. Au revoir. Merci à tous d'avoir écouté. Si cette conversation vous a plu, si vous avez envie d'en écouter d'autres, alors n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'en parler autour de vous. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant ce podcast et mes activités d'écrivain sur mon site www.ameljonathan.com, HAMMELJONATHAN.com. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter pour recevoir mon dernier roman gratuitement et toutes les informations sur les prochains épisodes des créateurs. Merci à tous et à bientôt sur Les Créateurs.